États-Unis, un nom est sur toutes les lèvres, Elon Musk, inventeur, manager, demain désigné au rôle de cost killer, le fantasque homme d'affaires, et si c'est de lui que venait la véritable révolution des prochaines années aux États-Unis? Vous nous répondrez. Olivier Lascar, rédacteur en chef du numérique au magazine Science et Avenir et auteur d'une enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, aux éditions Alizio. Et comment en est-on arrivé là? Elon Musk, roi du monde, c'est déjà le cas si l'on en juge par sa fortune, lui qui est devenu l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Un cocktail détonnant d'argent et désormais de politique, comme nous le montre Maryse Burgot pour France Télévisions. Ou l'histoire d'un investissement qui rapporte, il peut sauter de joie. C'est entre autres parce qu'il a apporté son soutien à Donald Trump qu'il devient aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. 331 milliards d'euros, c'est un peu moins que le PIB du Danemark en 2022. En clair, l'homme d'affaires possède donc l'équivalent de la richesse de ce pays européen. Ces affaires sont en fait dopées par la victoire de Donald Trump il y a 3 semaines. Le patron de Tesla et de SpaceX voit les actions de ces entreprises bondir. Elon Musk, plus fortuné que jamais, avant le résultat des élections, il plaisantait en évoquant son avenir si Trump n'était pas élu. Je suis foutu. S'il perd, je suis foutu. Elon Musk aura un rôle important dans la future administration Trump. Il dirigera une commission chargée de tailler dans les dépenses publiques. Mais il ne sera pas rattaché au gouvernement, probablement pour faire fructifier son empire industriel. Olivier Lascar, on vient de le voir, Elon Musk s'est enrichi grâce à sa campagne victorieuse pour Donald Trump. Pour lui, c'est un investissement, j'ai envie de dire, comme un autre. C'est l'investissement suprême. Musk était dans un moment où il avait besoin d'un partenaire politique extrêmement étroit. Il ne fallait pas qu'il y ait une feuille de papier à cigarette entre lui et l'hôte de la Maison-Blanche, parce qu'il a des ambitions démesurées pour lesquelles il a besoin d'un soutien politique. L'obsession d'Elon Musk, c'est aller sur Mars. Toutes ces entreprises peuvent être reliées à Mars. Évidemment, SpaceX pour y aller, mais Starlink, ça peut être un moyen de communication pour Mars. Les robots que fabrique Tesla, ça peut être une main-d'œuvre pour Mars. Et donc, il a besoin d'un président qui lui dise « Go !» on y va. Trump, dans un accès de mégalomanie sans doute, a considéré que Mars pouvait être pour lui ce que la Lune a été pour Kennedy. Il est arrivé tard, il faut dire qu'il avait plutôt misé sur l'autre républicain, Ron DeSantis. Quel a été son rôle à Elon Musk dans la victoire de Donald Trump? Il a été déterminant de mon point de vue parce que aujourd'hui les réseaux sociaux ont un poids considérable. Tout le monde n'est pas sur X, anciennement Twitter, mais c'est comme ça. Tout ce qui se passe sur X est commenté abondamment dans les autres médias, sur les autres plateformes. Et Elon Musk a transformé X en une plateforme de propagande pro-Trump. Il n'a pas hésité sur les moyens, il a bourré X de deepfake, c'est-à-dire des contenus bidonnés par l'intelligence artificielle, des fausses photos, des faux documents audio. Il y en avait un où on entendait Kamala Harris broder sur la sénilité de Biden. C'était faux, c'était une voix trafiquée par l'intelligence artificielle. Ça n'est pas grave, parce que de son point de vue, ça essaime et ça laisse quelque chose dans les cerveaux. D'un certain point de vue, il a procédé à une forme de bourrage des crânes grâce au numérique. Donald Trump et Elon Musk, depuis, ne se quittent plus. On voit même Elon Musk sur les photos de famille à Mar-a-Lago. Jusqu'où va leur intimité? Alors, il y a beaucoup de mise en scène. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une sorte de passion de la part de Musk vers Trump après l'attentat, après la tentative d'assassinat. C'est-à-dire que la façon dont Donald Trump a réagi en brandissant le poing au ciel avec un filet de sang sur la joue, eh bien, ça a quelque chose. C'était Gladiator 2 avant Gladiator 2, quoi. Et pour Elon Musk, qui est quelqu'un qui est biberonné à des références geeks, cinématographiques ou de science-fiction, ça a été le moment décisif, à la suite duquel, d'ailleurs, dès le lendemain, il a dit « Je soutiens Donald Trump, qui est un homme courageux ». Elon Musk au rang de ministre chargé de ramener l'efficacité dans l'État fédéral. On imagine que ça fait réagir à Washington, où vous vous trouvez pour France 24. Mathieu Mabin, on s'inquiète dans les rangs de l'administration? Oui, je dirais qu'à certains échelons de l'administration américaine, et notamment dans les rangs des fonctionnaires, bien sûr, cette fois, l'inquiétude frôle parfois
la panique. On se souvient que durant la campagne, Donald Trump avait à plusieurs reprises mentionné l'exemple du rachat de Twitter par Elon Musk. Un rachat qui s'était immédiatement traduit par ce que les deux milliardaires s'accordent à qualifier de rationalisation drastique de la masse salariale. En clair, un licenciement de 70% de l'effectif du réseau social. Alors bien sûr, il n'est pas question de telles mesures au sein de l'État fédéral, mais il y a quand même une inquiétude toute particulière sur le ministère de l'Éducation nationale ici, dont les prérogatives pourraient être très rapidement réduites pour être confiées aux États. Mais attention, dans le monde de Trump, comme dans celui d'Elon Musk d'ailleurs, les mesures annoncées et promises ne sont pas toujours celles qui font le plus de dégâts. Olivier Lascar, c'est un chef d'entreprise qui a fait ses preuves, Elon Musk, pour développer de nouvelles entreprises, certes, mais est-il taillé pour réformer l'administration, une administration aussi tentaculaire que l'État fédéral américain ? Est-ce qu'une administration, est-ce que la fonction publique, ça se gère de la même façon qu'une entreprise ? Il y a beaucoup de gens qui le croient. Je pense que même en France, dans le gouvernement Macron, on a des individus qui sont sur cette ligne. C'est éminemment questionnable. La question de l'éducation nationale a été posée. Est-ce qu'on a envie demain d'avoir des IA qui vont faire classe ? Parce que quand Musk parle de rationalisation, par exemple au niveau des questions pour les commentaires sur Twitter, il a viré les humains et il les a remplacés par des algorithmes. Est-ce que demain, on veut que l'IA prenne le pas sur quantité d'activités humaines ? C'est la question qui est posée là. Ouais, il est connu pour ses méthodes expéditives chez X, ex-Twitter, dont il dit effectivement vouloir s'inspirer pour Washington. Il faut le croire. Il y croit lui-même. Ça me paraît peu crédible, à vrai dire, parce que il n'est pas taillé pour ça. Ça dépasse une entreprise et il a montré dans le passé récent que lorsqu'il sortait de son domaine de compétences, c'était souvent à ses dépens. Quand il a fait des commentaires sur la crise sanitaire, quand il a fait des commentaires sur le confinement, quand il fait des commentaires sur la natalité, c'est souvent à très mauvais escient. Sur l'actualité politique aussi, on a vu pendant les émeutes en Angleterre où il parlait de révolution qui était fatale, qui allait fatalement arriver quand il y a eu les émeutes d'extrême droite. Oui, donc les étrangers. Il sort de son domaine de compétences et de toute façon cette histoire de commission me paraît peu vraisemblable parce que d'une part c'est quelque chose qui est co-dirigé par deux personnes, il y a lui et il y a l'ancien compétiteur de Trump pour être le candidat des Républicains. Vivek Ramaswamy. Oui, et dans aucune des activités de Musk, on l'a vu co-diriger quoi que ce soit. Pas de fonctionnement hiérarchique dans l'empire Musk. Non, par ailleurs, il est dans une situation de conflit d'intérêts tellement, même plus manifeste. Enfin, SpaceX, c'est 15 milliards de dollars d'argent public sur 10 ans. Alors, il pourrait d'un côté prendre l'argent public et de l'autre côté expliquer comment elle doit être distribuée en étant président de cette commission. Ça paraît complètement invraisemblable. Ah justement, Antoine Fenot, c'est quoi la méthode Musk appliquée au réseau social X ? Oui, la méthode Elon Musk est une méthode au gré de ses envies. C'est ainsi que le milliardaire voit Twitter devenu désormais X en octobre 2022. Elon Musk débourse donc 44 milliards de dollars pour acquérir l'entreprise. Dans la foulée, vous allez le voir, il publie cette vidéo justement au siège de Twitter où on le voit notamment avec un évier à la main et il dit sur un tweet forcément « Let that sink in ». En bon français, on pourrait traduire par « Réfléchissez bien, réfléchissez bien ». Eh bien, c'est la question que devront se poser rapidement les employés de Twitter, car Elon Musk y applique rapidement l'une de ses méthodes, le cost killing. Eh bien, il licencie quasiment plus de la moitié des effectifs du réseau social. Ça, à gauche, c'était les effectifs de Twitter avant son rachat par Elon Musk, 7400 salariés, 5500 contractuels. 3 semaines plus tard, on est à 2700 salariés, 1100 contractuels, avec aussi des coups de pression, on pourrait dire, des ultimatums aux salariés qui ne veulent pas d'un travail hardcore. Ce sont les mots d'Elon Musk. 1000 de plus feront donc leur carton dans la foulée. Mais le milliardaire veut surtout appliquer sa vision libertarienne de la société sur la plateforme.
plateforme. Il ne supprime pas notamment les contenus mensongers sur le Covid et réinstaure rapidement le compte Twitter de Donald Trump qui avait été banni, un soutien sans faille aux milliardaires républicains, notamment lors de la dernière campagne présidentielle. Et ça passe par une modification de l'algorithme de Twitter. Vous allez le voir juste ici, ça c'est le nombre de vues sur les posts d'Elon Musk sur le réseau social. Et vous apercevez ici cette barre violette. Juillet 2024, c'est l'annonce du soutien officiel d'Elon Musk à Donald Trump. Et dans la foulée, le nombre de vues des tweets d'Elon Musk ont bondi. Et ça, pour 2 chercheurs d'une université américaine, ça prouve bien une manipulation de l'algorithme de Twitter. Enfin, un dernier mot, la manipulation, on en parlait, manipulation également électorale. Vous allez l'apercevoir à travers d'un groupe que Elon Musk a fondé, a cofinancé, America PAC. Il a ainsi fait, vous le voyez juste ici, du micro-ciblage électoral de certaines communautés, notamment les communautés musulmanes dans certains États très précis, grâce à l'utilisation des codes postaux en leur proposant des contenus totalement contradictoires contre Kamala Harris, naturellement. D'un côté, vous le voyez juste ici, en disant qu'elle soutient Israël, et de l'autre côté, qu'elle soutient la Palestine. Et à l'image des réseaux sociaux, c'est bien à Internet qu'il doit sa réussite. Elon Musk ou le couronnement d'un serial entrepreneur passé des startups à l'exploration spatiale. Laura Cambeau revient pour nous sur son parcours. Elon Musk naît en Afrique du Sud en 1971 d'un père promoteur immobilier et d'une mère mannequin. À 17 ans, il débarque au Canada sans un sou en poche, puis il décroche une bourse à l'université de Philadelphie pour étudier l'économie et la physique. En 1999, Internet en est à ses débuts. Elon Musk s'engouffre dans la brèche. Il touche ses premiers millions grâce à la vente d'une société de logiciels cofondée avec son frère. Puis il agrandira ensuite sa fortune avec la revente de PayPal. Un début de carrière rapide qui lui permet de fonder SpaceX en 2002, une société spatiale dont la destination finale est claire, Mars à horizon 2026. Objectif confirmé l'an dernier. Savez-vous quand un vaisseau spatial pourra atterrir sur Mars sans équipage ou avec ? Dans 3 ou 4 ans. SpaceX est devenu l'un des fournisseurs exclusifs pour envoyer des astronautes américains sur la Lune. En parallèle de cette aventure, Elon Musk investit dès 2004 dans le constructeur de voitures électriques Tesla. 4 ans plus tard, il en devient PDG. Aujourd'hui, Tesla pèse davantage en bourse que les 10 autres plus importants constructeurs. L'une des récentes lubies d'Elon Musk, s'offrir le réseau social Twitter, qu'il rebaptise X. Un parcours d'entrepreneur exceptionnel qui lui vaut de s'afficher avec les dirigeants du monde entier. Olivier Lascar, c'est un outil d'influence pour Elon Musk, X, ex-Twitter, un peu comme d'autres milliardaires achètent des journaux ou des chaînes de télévision. C'est ainsi qu'il faut y lire son investissement et sa présence ? Oui, je pense son meilleur ennemi, Jeff Bezos, a d'ailleurs racheté le Washington Post. Musk est un homme du numérique, ça a été dit, il a fait fortune grâce à PayPal, donc il achète une plateforme, un réseau social. Je pense effectivement que dès le début, le projet était un projet d'influence, d'abord pour faire la promotion de ses entreprises. C'est vrai, comme ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui Twitter est devenu une plateforme à la gloire d'Elon Musk, sa présence est constante, ou celle de ses entreprises. À chaque lancement de SpaceX, on voit la fusée sous toutes les coutures. Mais dès le début, il y avait aussi l'idée d'avoir l'oreille des politiques et de pousser les politiques qui lui iraient bien, donc le républicain. Une plateforme qu'il a détournée même, puisque aujourd'hui ce n'est pas simplement un forum, c'est devenu véritablement, vous me disiez, un média. Oui, les médias, enfin les plateformes aux États-Unis, les réseaux sociaux sont protégés par une loi qui s'appelle la loi 230, qui empêche que les plateformes soient poursuivies pour les contenus qui sont diffusés à l'intérieur par d'autres. Grâce à cela, tous ces réseaux sociaux peuvent dire « nous ne sommes pas des médias, nous ne sommes pas des éditeurs ». Ce qui s'est passé avec X, c'est exactement la démonstration du contraire, parce que là, sans aller chercher ceux dans les algorithmes qui pourraient pousser des contenus plutôt qu'un autre, on a le patron lui-même qui a pris fait et cause pour un parti politique et qui a mis toutes ses forces dans la bataille pour pousser ce candidat politique, on l'a dit, avec les moyens les plus glorieux. Donc il a transformé X, il en a fait un média de droite, voire d'extrême droite,
ça n'est pas conforme à la loi aux États-Unis, au moins. Mais même s'il devait payer une amende, c'est l'homme le plus riche du monde, il paiera l'amende et j'allais dire la situation elle est ce qu'elle est, Trump a été élu. Oui, pas conforme à la loi non plus au Brésil, hein, où Twitter X a été suspendu. Au Royaume-Uni, cela lui vaut aussi des critiques. Et ici même en Europe, une passe d'armes hein, avec celui qui fut commissaire européen au numérique, Thierry Breton. Il a alors accusé Elon Musk de propager des contenus illégaux et de la désinformation. L'Union européenne s'inquiète de l'arrivée d'Elon Musk au pouvoir aux États-Unis. Alix Le Bourdon. Ce sont deux visions qui s'affrontent en matière de régulation numérique, alors qu'aux États-Unis, l'intervention du gouvernement est limitée par le fameux premier amendement. L'Union européenne s'attache au contraire à légiférer dans le domaine. D'ailleurs, depuis plusieurs mois, le règlement sur les services numériques, baptisé DSA, s'applique à toutes les grandes plateformes et impose, entre autres, une régulation des contenus. C'est ce qui vaut d'ailleurs à X, ex-Twitter, de risquer une lourde sanction, puisqu'en juillet, la Commission européenne a estimé que la plateforme avait enfreint le DSA. X pourrait devoir payer une amende allant jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial. Plus récemment, une quarantaine d'eurodéputés a appelé à l'ouverture d'une enquête sur la manière dont le compte du propriétaire d'X, Elon Musk, a été considérablement dopé avant les élections américaines, mais le cibler directement pourrait s'avérer évidemment délicat pour l'Union européenne, alors qu'Elon Musk va faire partie de la future administration Trump. Olivier Lascar, il est venu en France, Elon Musk, on s'en souvient, c'était l'année dernière à l'invitation d'Emmanuel Macron. On sait ce qu'il pense de nous, au fond de lui. Comment voit-il le marché européen ? Je pense qu'il considère l'ensemble des Européens comme une horde de gauchistes, d'une façon générale, et de façon plus globale, les pays pour lesquels il montre un intérêt sont ceux dont il peut tirer un avantage immédiat. Quand on voit l'Argentine et son amitié affichée avec Milei, derrière des considérations d'ordre politique, il y a aussi le fait que l'Argentine, c'est une superbe réserve de lithium. Le lithium, matière première nécessaire à la constitution des batteries avec lesquelles roulent les voitures Tesla. On est passé dans un scénario d'électrification du monde où l'entièreté des voitures thermiques devront être remplacées par des véhicules électriques. Il va falloir de la matière première, en veux-tu, en voilà, pour constituer ces batteries. Musk a besoin de ressources et donc d'avoir les bons partenaires qui vont lui ouvrir les mines. L'un des enjeux essentiels aussi des années à venir, c'est l'intelligence artificielle, une véritable course avec les États-Unis, avec Elon Musk à leur tête ou au gouvernement. Les États-Unis vont-ils accélérer au point de laisser l'Europe sur place et surtout avec quelles considérations éthiques ? Malheureusement, la longueur d'avance qui a été prise par les États-Unis et la Chine en matière d'intelligence artificielle est considérable, mais c'est vrai que sur ce sujet-là, on pense que Musk va s'investir de façon très particulière. Il a été très ambivalent sur l'IA en ayant d'abord des discours très catastrophistes en disant qu'il était partisan d'un moratoire. Hein. Il a été partisan d'un moratoire et il a même fait une proposition, il était co-signataire d'une lettre et on s'est rendu compte qu'au moment même où il publiait cette lettre, il créait la société X.AI qui est sa propre société en réponse à OpenAI. Il était l'un des cofondateurs d'OpenAI, donc il est vraiment convaincu... La société mère de ChatGPT. Hein. Absolument. Il est convaincu à juste titre que l'intelligence artificielle va façonner le monde de demain. Il est d'ailleurs notable que derrière le binôme qui arrive à la Maison-Blanche, Donald Trump et J.D. Vance comme vice-président, on voit se reformer un autre binôme tech qui est Elon Musk d'un côté, mais aussi Peter Thiel, qui était son associé à l'époque de PayPal. Peter Thiel qui a financé la campagne de Vance pour devenir sénateur et donc qui l'a lancé en politique. Donc on peut imaginer que demain, au travers de cette nouvelle Maison-Blanche, on va avoir Musk et Thiel qui vont façonner les contours de l'intelligence artificielle du futur. Alors on va revenir à l'empire Musk. Hein. Aujourd'hui, jusqu'où s'étendent ses activités, Antoine Fenot ? C'est un empire, vous l'avez dit, avec une vision assumée d'une certaine manière, c'est celle d'une forme de messianisme technologique, avec une réussite
vous l'évoquiez, c'est Tesla, c'est une marque de véhicules électriques qui n'a pas été fondée par Elon Musk, mais par ces deux hommes, deux ingénieurs, Martin Eberhard et Mark Tarpenning. Mais pourtant, Elon Musk s'investit très tôt dans la société. Il investit 6,5 millions de dollars en 2004 avant d'en prendre progressivement le contrôle. Puis, ensuite, avec un marketing agressif et des modèles sportifs et luxueux, il en fera tout simplement le leader mondial de véhicules électriques. Vous le voyez juste ici, 19,1% de part de marché devant le chinois BYD. Le vrai succès, la vraie réussite d'Elon Musk, c'est en revanche SpaceX. SpaceX, la compagnie évidemment, le constructeur de lanceurs spatial, il le fonde en 2002 avec un but affiché, c'est de diviser par 10 le coût des lancements de satellites. Il y parviendra en partie grâce notamment à des subventions publiques massives. SpaceX devient donc le fournisseur de la NASA et avance également vers un but assumé, celui d'avoir des fusées totalement réutilisables. Et pour l'heure, ce n'est pas encore le cas, mais il faut dire que SpaceX avance à grands pas dans ce secteur. Olivier Lascar, comment arrive-t-il à tout faire, Elon Musk, diriger un tel empire d'entreprises aussi performantes qu'on vient de le voir et dans le même temps passer ses journées à tweeter? Alors c'est l'un des paradoxes du personnage. On ne voit que lui pour chacune des sociétés qui ont été évoquées. Je pense que c'est pourtant quelqu'un qui est extrêmement bien entouré, qui a su faire venir auprès de lui les meilleurs techniciens, les meilleurs ingénieurs, et que, évidemment, il n'est pas la petite main qui vient visser tous les boulons du Starship. Donc il est extrêmement bien entouré. C'est intéressant de regarder Tesla, de regarder SpaceX, parce que Tesla n'a pas été créé, effectivement, comme ça a été dit par Musk. Et ça permet à certains de dire Musk est présenté comme un génie, etc. Regardez Tesla, il ne l'a pas fait, c'est même pas lui. C'est pas un inventeur. Non, c'est pas un inventeur, mais enfin Tesla, ce qu'est aujourd'hui Tesla, c'est le Tesla d'Elon Musk. La vision de la fusée réutilisable, c'est vraiment lui qui l'a porté. C'est un manager plus qu'un inventeur. C'est un manager, c'est quand même quelqu'un qui a des intuitions et qui arrive à les imposer. Parce que personne ne croyait à la fusée réutilisable, tout le monde rigolait. Et aujourd'hui, l'Europe elle-même lance des satellites sur SpaceX plutôt que de le faire avec Ariane. Oui. Donc c'est une défaite pour l'Europe extraordinaire et c'est une victoire d'Elon Musk patente. Elon Musk n'est pas un usurpateur sur les questions techniques et industrielles. Et si la vache à lait du groupe aujourd'hui, on vient de l'entendre, s'appelle Tesla, 3 véhicules électriques sur 4 vendus aux États-Unis sont des Tesla, et bien demain, le pilier du pouvoir d'Elon Musk pourrait bien être SpaceX. Cette société lancée en 2002 est déjà partenaire exclusif de la NASA pour le retour des vols habités sur la Lune, entend bien ouvrir à l'humanité les portes de Mars, et ce dans un très proche avenir. Un projet fou dont on s'étonnait déjà en 2016. Voyez ces images à l'époque. Imaginez un décollage en douceur, un long voyage, puis la porte s'ouvre et face à vous, la planète rouge. C'est le projet du milliardaire Elon Musk. Il est déjà devenu le premier acteur privé de la conquête spatiale avec ses fusées SpaceX. Il a inventé les voitures électriques et semi-autonomes Tesla. Elle freine, je ne touche rien. Aujourd'hui, il est prêt à vendre Mars dans moins de 10 ans et à un tarif presque raisonnable. Le prix du billet serait $200 000 à peu près. Son idée, après un décollage classique, ravitailler en vol autour de la Terre la navette avec ses passagers. Puis grâce à ce carburant et à l'aide de panneaux solaires, la propulser pendant les 3 à 5 mois nécessaires pour arriver sur Mars. En théorie, tout est prévu, même si Elon Musk a connu des échecs, avec notamment l'explosion de l'une de ses fusées au décollage. Olivier Lascar, il promet un vol habité sur Mars d'ici 2030. Visionnaire ou mythomane, Elon Musk? Non, visionnaire. Au niveau des dates, il ne faut jamais le croire. Il a un rapport au temps qui est extrêmement élastique. Il promet toujours en 6 mois quelque chose qu'il fait en 2 ans. Mais il le fait. Donc le voyage en 2030, il n'aura pas lieu, mais il aura peut-être lieu un peu plus tard. Le calendrier n'a que pour objectif d'y parvenir au final, peu importe la date. Oui, il faut que les choses aillent suffisamment loin sous la mandature de Trump pour qu'un retour en arrière ne soit plus possible. Il faut bien se rendre compte que le voyage sur Mars n'a rien d'une aberration. Oui. On sait aller sur Mars. On envoie déjà des rovers sur Mars, c'est-à-dire des robots.
envoyer demain des humains, ça présentera des contraintes particulières, évidemment, en termes de physiologie, comment on supporte le voyage dans l'espace, en termes de psychologie, comment on fait pour rester 8 mois dans une boîte de conserve. Mais enfin, on a affaire à des gens spécialement entraînés. C'est possible. Oui. Il n'y a aucune loi physique qui l'empêche. Donc le voyage exploratoire sur Mars, sous impulsion de Musk, grâce au partenariat avec Trump, on va le voir arriver, on peut en prendre le pari. En revanche, lui promet une colonisation, c'est-à-dire de rester sur Mars. Et là, c'est une autre paire de manches, parce que la planète Mars, elle est hostile. Il y a un côté démiurge chez Elon Musk. Où s'arrêtera-t-il? Ils se sont investis d'une mission au service de l'humanité, ou bien il fait tout ça pour lui-même par mégalomanie? Alors c'est un subtil mélange des deux, parce qu'il croit réellement que le destin de l'humanité, c'est de quitter la Terre, en tout cas d'aller essaimer ailleurs. Et pas pour nous tous, pauvres mortels. Non, parce que l'humanité, quand Musk parle d'humanité, en fait, c'est l'humanité qu'il voit le matin quand il se regarde dans le miroir. C'est pas 10 milliards d'individus. Non, il y a le pourcentage de personnes qui pourront effectivement voyager sur Mars, c'est epsilon. Il donne des prix qui sont complètement abracadabrants. Donc, il est plutôt au service de la vision qu'il a contractée enfant. Il y a aussi cette fascination pour la façon dont les soviétiques ont investi le domaine du spatial, parce que le cosmisme, cette croyance que la Terre est le berceau de l'humanité et que personne ne reste toute sa vie dans son berceau, c'est quelque chose qui vient des pionniers soviétiques du spatial. Il ne faut pas oublier que quand il a fondé SpaceX, son premier réflexe a été d'aller dans la Russie pour essayer d'acheter des missiles démilitarisés pour faire des lanceurs. Donc il croit, dur comme fer, que Mars c'est possible et il veut décrocher Mars. Eh bien, ce sera la conclusion et c'est sans doute le fil conducteur de cette émission et peut-être même de la vie d'Elon Musk. Merci beaucoup Olivier Lascar, auteur de cette enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science aux éditions Alizio et rédacteur en chef du numérique à Science et Avenir. C'est la fin du Monde dans tous ses états. Retrouvons-nous donc la semaine prochaine et d'ici là sur notre site internet france24.com. Tesla dans l'espace. À partir de janvier prochain, il va, je cite, envoyer des ondes de choc dans le système. Elon Musk hérite d'un ministère de l'efficacité gouvernementale dans le prochain gouvernement Trump. Le président élu récompense celui qui a été un soutien de taille pendant la campagne. Eric Trump et sa femme, son fils dans les bras. L'une des petites filles du président élu a même dit de lui qu'il avait acquis dans la famille le statut de tonton, ce tonton sympa dont certains disent qu'il n'a pas quitté la Floride depuis la semaine dernière. C'est donc Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, patron de Tesla, de SpaceX et du réseau social X. Il a dépensé $100 millions pour que son champion républicain remporte la présidentielle.